Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau live Parlons Finance. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau live où on aura donc le plaisir d'accueillir, ça devient une habitude, Pierre Bermond pour la seconde fois de l'année, Bonjour. dirigeant d'EOS Allocation. Bonsoir Pierre. Bonsoir. L'objectif ce soir, comme d'habitude, c'est de vous dresser un panorama sur les marchés financiers. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire en ce moment et sur cette année assez historique. On verra également les conséquences que les marchés ont eues dans les allocations et les choix d'allocation que nous avons fait, que nous vous avons proposé. J'aurai le plaisir d'animer ce live avec Hélène Barousset. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire un point rapide sur le groupe, sur le Centre du patrimoine. Puis après, je laisserai la main à mon associé qui animera la seconde partie de la conférence sur l'actualité avec Pierre. Je précise que Xavier Girard, même s'il n'est pas animateur ce soir, est également présent parmi nous et il sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions également, comme nous tous. Alors, ce que je voulais faire ce soir, c'était vous faire un bref rappel donc, du Centre du patrimoine. Donc, on est acteur de la gestion privée pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien depuis 20 ans. On a aujourd'hui un objectif permanent qui est de créer une relation unique et privilégiée avec nos clients. Dans un monde qui bouge, c'est sûr que l'expertise patrimoniale qu'on met à votre service, n'hésitez pas à en profiter. On essaye de vous accompagner. On a été donc créé en 2001. Aujourd'hui, on supervise et on conseille plus de 400 familles. Ça reste un actionnariat familial. Et aujourd'hui, nos valeurs sont la proximité, la réactivité et la stabilité de la relation dans le temps, ce que nos clients aujourd'hui on va dire, aiment le plus chez nous. En tous les cas, ça fait partie des points aimés fortement. Alors, je voulais faire également un rappel sur le focus. Je voulais faire un focus sur le partenariat que nous avons avec EOS Allocation, puisque EOS Allocation est un partenaire de longue date. On a mis les premiers profils dédiés depuis 2016. Aujourd'hui, EOS Allocation, clairement, c'est le pôle de recherche financière du groupe. On s'appuie sur eux parce qu'ils ont une expertise très forte dans le domaine financier. C'est là aussi si l'expertise financière devient aujourd'hui très importante, le monde qui bouge. La macro a bougé très fortement en 2022. La géopolitique aussi. Quelles sont les conséquences de la géopolitique sur les allocations et sur la macro? On va l'aborder. C'est également des reportings réguliers puisque EOS Allocation rencontre très régulièrement des fonds et des gérants. Alors, je ne veux pas me tromper, mais Pierre, peux-tu nous dire combien tu rencontres de gérants par an? Donc, pas que moi, mon équipe, on rencontre plus de 500, on fait plus de 500 entretiens gérants par an. 500 entretiens gérants par an. Inutile de vous dire que nous, à notre échelle, avec Hélène et Xavier, on n'aurait pas la capacité aujourd'hui de rencontrer 500 gérants. Donc, Pierre synthétise. Pierre et ses équipes synthétisent, nous délivrent les informations et grâce à ça, nous participons à des comités trimestriels d'allocation où on décide si oui ou non il y a un intérêt de faire bouger les allocations en fonction des marchés. D'ailleurs, ça a été souvent des questions qu'on a eues cette année, puisque cette année, vous avez dû le constater, on a eu peu d'arbitrage proposé, bien tout simplement parce que depuis près d'un an, même plus d'un an, finalement, la stratégie qui avait été mise en place au sein des allocations en fin d'année 2021, finalement, n'a pas vraiment bougé, sachant que nos deux fers de lance fin 2021 étaient inflation et remontée des taux. Je crois que là-dessus, on ne s'est pas trop trompé, ou en tous les cas, les équipes d'EOS Allocation ne se sont pas trop trompées. Alors, pour nos clients, pour le coup, ça n'a aucun surcoût. C'est un service que l'on met à votre disposition. C'est totalement transparent. C'est le Centre du patrimoine qui aujourd'hui préconise l'ensemble des allocations suite au comité trimestriel que nous faisons avec EOS Allocation. Alors Pierre, je te laisse te présenter en 1-2 minutes. Pierre aujourd'hui est donc le dirigeant d'EOS Allocation. Donc Pierre, à toi, je t'en prie pour te présenter et que notre auditoire te connaisse mieux. Bonjour, donc effectivement, je suis Pierre Bermond. J'ai fondé EOS Allocation en 2011, donc plus de 10 ans, qui est une société de conseil en allocation d'actifs et sélection de fonds. Donc l'idée, c'est être allocataire d'actifs. Donc c'est quoi ce métier bizarre? Parce que je pense que vous n'avez pas souvent entendu dans des dîners quelqu'un vous dire je suis allocataire d'actifs. Donc concrètement, c'est quoi? Eh bien en fait, on va d'abord regarder la macroéconomie, la valorisation des marchés pour se donner une idée de par rapport à votre profil de risque,
combien il faut être en action, combien il faut être en obligation, et parmi les actions plutôt US, plutôt Europe, plutôt marché émergent. Donc, c'est ça qu'on va devoir déterminer. Et une fois qu'on a déterminé cette allocation d'actifs, on va essayer de trouver quels sont les meilleurs fonds dans vos contrats d'assurance vie qui vont supporter cette allocation d'actifs. Donc, au quotidien, on regarde la macro, la valorisation des marchés, et on va justement faire des entretiens avec les gérants, c'est-à-dire soulever le capot, regarder ce qu'il y a dans le moteur, s'asseoir à côté du gérant et essayer de parler son langage, parce que c'est pas forcément évident, et donc de faire le tri pour vous apporter des allocations d'actifs qui soient les plus robustes possibles. Merci Pierre pour cette présentation exhaustive. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser le débat entre Hélène et Pierre sur les marchés et de rentrer donc sur la macro, il était pour nous essentiel de vous faire un petit point sur les performances des profils personnalisés qui sont supervisés par EOS Allocation. Alors, on vous a mis une fourchette parce que bien évidemment, il n'y a pas qu'un seul profil. Ça dépend des profils de risque, ça dépend des contrats que nous préconisons auprès de nos clients. Pour chacun des contrats, nous avons des durées recommandées, chacun des profils, donc des durées recommandées et une performance donc, qui varie. On va vous présenter donc les performances en toute transparence cette année. Vous allez constater que 100% de nos allocations aujourd'hui surperforment leur indice de référence, sachant que l'indice aujourd'hui, c'est l'indice d'allocation défensive, équilibrée, dynamique ou offensive qui est généré aujourd'hui par un outil qui s'appelle Cantalis. Donc, en fait, aujourd'hui, très clairement, il y a un indice qui reprend les allocations en fonction des profils. Alors, c'est vrai que cette année, sur le défensif, les allocations ont fortement été chahutées. On y reviendra certainement par la suite. Chahuté parce qu'on va le voir derrière, les taux d'intérêt, ils sont pour quelque chose. Donc, le défensif aujourd'hui, sur 3 à 5 ans d'investissement recommandé, sa performance en 2022 est de moins 1,47 à moins 3,81 avec un indice de référence qui est à moins 9,99, donc quasiment moins 10. L'équilibré, pour le coup, est entre moins 3,42 et moins 4,85 avec un indice de référence qui est aujourd'hui à moins 11,88. Et le dynamique qui aujourd'hui est entre moins 7,95 chez nous et moins 8,03 pour un indice de référence qui est à moins 12,28. J'ai laissé le même indice de référence pour la partie offensive, puisqu'il n'y a pas de distinction sur Cantalis entre dynamique et offensif. Et chez nous, le offensif est entre moins 5 et moins 5,22 et moins 5,89. Sachant qu'en fait, vous constatez que l'offensif fait un petit peu mieux que le dynamique, c'est tout simplement à la structure de l'allocation. On y reviendra aussi dedans, on viendra dans le moteur, Pierre vous l'expliquera et pourquoi aujourd'hui il peut y avoir un petit peu plus de rendement ou en tous les cas un peu plus de performance positive sur le offensif que sur le dynamique. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne. On vous a mis les dates de création parce que bien évidemment chaque profil a des dates de création différentes. Et ça vous permet de vous y retrouver, sachant que je n'ai pas mis les performances depuis l'historique des profils, mais 100% des profils depuis l'historique et leur création sont tous positifs aujourd'hui à date, avec des performances qui sont aujourd'hui largement supérieures finalement à leur indice de référence. Donc, si je pouvais, Jean-Olivier, un petit mot là-dessus. Déjà, deux choses. La première, c'est que vous voyez qu'il y a une homogénéité des performances, c'est-à-dire entre vous voyez, entre dynamique, il y a plusieurs profils comme l'a dit Jean-Olivier, et pourtant on est entre moins 7,95 et moins 8,03, donc c'est assez proche au niveau performance, et ça c'est bien l'allocation d'actifs, c'est-à-dire que c'est l'allocation d'actifs qui prime, et finalement qu'on soit sur des fonds différents, in fine, l'allocation d'actifs amène à des performances similaires. Donc ça veut dire qu'à un profil de risque donné, on a à peu près les mêmes performances. Donc ça, c'est déjà important. La deuxième, sur l'offensif qui fait mieux que le dynamique, tout simplement parce qu'on avait pris un pari matière première qui est quand même très sportif, qu'on avait pris dans l'offensif et pas dans le dynamique, et qui là, pour le coup, le fonds matière première est à plus de 25% dans l'offensif, donc ce qui fait la différence de performance. Voilà. Merci Pierre pour ces précisions. Alors j'en profite également pour vous dire que vous pouvez poser des questions en live. On y répondra parce que je ne l'ai pas précisé au démarrage du live. Mais n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions en toute transparence et essayer de vous apporter donc, toutes les réponses à vos questions. Alors maintenant qu'on a fait un point sur les profils personnalisés qui sont supervisés par EOS Allocation et avec lesquels aujourd'hui nous travaillons,
il me paraissait intéressant de revenir rapidement, là aussi, de le commenter rapidement avec Pierre, de commenter les marchés actions, les indices mondiaux en 2022. Donc, comme vous le voyez, il y a peu de vert, il y a beaucoup de rouge. Donc, quels que soient finalement les marchés, alors c'est vrai que depuis 5-6 semaines, les marchés actions vont mieux. Parce qu'on a touché des points bas vers le début du mois d'octobre. Et depuis le début du mois d'octobre, ça va un petit peu mieux. Mais très clairement, on vit une année assez homogène au niveau. Alors, homogène. Suivant les secteurs, bien sûr, c'est différent. Suivant les zones géographiques, c'est différent. Mais assez homogène parce qu'on est globalement dans le rouge sur l'ensemble de la planète finance, l'ensemble des marchés actions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, Pierre, ou pas, par rapport à ça? Oui, alors j'ai envie de dire, et en plus, le vert est un faux vert. C'est-à-dire que vous voyez le FTSE, c'est l'indice anglais, mais pour un investisseur européen, la livre a tellement dévissé que vous êtes largement perdant. Et l'autre qui est quasiment vert, c'est le Nikkei, à moins 0,34 depuis le début de l'année. Mais si vous étiez un investisseur européen, le yen a tellement dévissé qu'au final, vous êtes largement perdant. Donc on est quand même sur des performances qui sont de l'ordre de... on est entre moins 10 et moins 15, voire un peu plus. Donc effectivement, on ne va pas dire qu'on est sur un crack action, mais on a une performance très mauvaise des actions. Et en revanche, sur l'obligataire, je pense que tu vas en parler, Jean-Olivier, là, c'est un véritable crack. Donc en fait, on est en train de parler d'actions parce qu'on parle toujours des actions, mais j'ai envie de dire, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, l'action cette année, c'était sur l'obligataire. Et juste pour rajouter pour nos hôtes, disons pour ceux qui nous écoutent, on est bien d'accord que là, ce dont tu parles, c'est l'effet de change, en fait, par rapport au faux vert qu'on pouvait avoir. Tout à fait, exactement. On est bien d'accord. D'ailleurs, il y a une question qui a été soulevée et qui dit pourquoi vous communiquez les perfs en monnaie locale. Tout simplement parce qu'on communique avec les performances qui sont communiquées officiellement, je dirais, sur les indices. Et on ne les a pas retraduits en euros. Mais très clairement, Pierre vous l'explique, parce que nous, dans les allocations, on prend aussi l'effet devise. Pour nous, la devise fait partie de l'allocation. Donc aujourd'hui, concrètement, Pierre pourrait l'expliquer peut-être lors d'un prochain live, parce que pour le coup, on va passer beaucoup de temps. Mais pour le coup, aujourd'hui, quand on est investisseur en euros et qu'on investit sur le dollar ou qu'on investit sur, en tous les cas, qu'on investit sur la zone US ou qu'on investit sur la zone Chine, eh bien, dans la réflexion de l'allocation, Pierre prend en compte l'effet devise. Alors, on continue et on va parler maintenant d'un point qui me paraît essentiel, qui est finalement assez peu abordé régulièrement, c'est les taux souverains. C'est-à-dire que quand on rencontre nos clients régulièrement, ils nous parlent des marchés actions, ils nous parlent du CAC 40, de l'Eurostoxx, rarement de l'EAT 10 ans, rarement du taux 3-5 ans, rarement de l'Euribor, rarement de l'Ester. Voilà, c'est finalement des notions aujourd'hui qui sont très importantes, voire même qui sont les plus importantes, puisqu'en fait, le marché des taux conditionne finalement le marché global. Donc, si vous regardez aujourd'hui, je vous ai entouré finalement un point qui me paraît essentiel, c'est le taux 10 ans français qui est un taux de référence. C'est souvent d'ailleurs le taux qui est utilisé. Vous savez qu'en France, on emprunte sur le marché de l'immobilier souvent à taux fixe. Et les banquiers, souvent, en fait, c'est souvent ce taux-là qui permet le refinancement des banquiers et qui permet de prêter l'argent sur l'emprunt immobilier. Donc, on constate quoi? On constate que sur le 10 ans français, en début d'année, on était à 0,20. C'est-à-dire qu'une entreprise d'État, exemple la SNCF, si demain elle voulait emprunter sur 10 ans pour son infrastructure, en début d'année, elle empruntait et elle inondait le marché avec un taux à 0,20. Aujourd'hui, le taux français est à 2,46 ce matin. Donc aujourd'hui, très clairement, 2,46 sur les taux 10 ans. Vous voyez l'écart, c'est ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, à l'instant plutôt. On est vraiment dans un vrai crack obligataire. Je rappelle que le 10 ans français, pour l'avoir suffisamment entendu en fin d'année 2021, était négatif. En septembre 2021, il était à moins 0,30. 0,20 en début d'année et aujourd'hui, il est à 2,46 après avoir eu un point haut début octobre ou mi-octobre à 3,20. Donc, autant dire que sur le marché des taux, comme on a l'habitude de dire dans notre jargon, ça secoue. Et aujourd'hui, la question, c'est jusqu'où on peut encore monter? Jusqu'où aujourd'hui, quelle est l'incidence de cette remontée des taux? Est-ce que l'inflation, c'est l'incidence sous-jacente de la remontée des taux ou est-ce que la remontée des taux, c'est l'incidence sous-jacente de l'inflation? Ça, on va en parler juste derrière.
quelles sont les incidences des matières premières, etc. Et quel va être aujourd'hui le devenir des taux et comment aujourd'hui on pourrait envisager une allocation d'actifs en vue des marchés, actions et taux. Donc j'espère qu'on a fait un point précis. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Pierre, sur le 10 ans français ou est-ce que l'explication est suffisamment claire? Non, non, tout à fait, mais il faut bien voir qu'on a assisté, alors que ce soit sur la France, mais aussi sur les États-Unis, au pire crack depuis 50 ans. 50 ans. Quand vous montez de 3% sur le 10 ans français, globalement, ça veut dire à peu près 25% de pertes. 25%. Or, on vous a toujours dit que les obligations, c'est ce qu'il y a de moins risqué, c'est bon père de famille. Non, non, ça peut secouer. Quand on a une remontée de taux, ça peut secouer très, très fort. Et donc, le portefeuille classique aux États-Unis, qui est 60% obligations, 40% actions, il n'a jamais autant baissé depuis un siècle. Parce que même en 2008, quand les actions baissaient, les obligations montaient. Mais là, les deux baissent en même temps. Donc, on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, exceptionnel sur la partie obligataire que sur la partie action. Et vous allez voir que c'est quelque chose dont on peut profiter aussi. Et ce qu'il faut rappeler en plus, Pierre, vu que tu prends par exemple les États-Unis, c'est que le fonds euro aux États-Unis n'existe pas. Donc la poche sécuritaire est forcément faite sur l'obligataire, parce que le fonds euro est principalement français pour nos auditeurs, pour juste resituer, que donc forcément ça secoue en ce moment. Alors pour le coup, Hélène, tu soulèves un point. Alors on ne pourra pas rentrer dans tous les sujets ce soir, mais ça pourra faire partie d'autres lives très intéressants. Il est très clair qu'aujourd'hui, le marché des taux génère dans un premier temps ce qu'a dit Pierre, un crack obligataire, mais dans un second temps aujourd'hui, autant pendant 3-4 ans, on a eu un célèbre dicton dans les marchés financiers qui disait TINA, there is not alternative, parce qu'on disait il n'y a que les actions qui rapportent. A contrario, aujourd'hui, il y a des alternatives, puisque dans le coup, quand on avait un taux 10 ans français à 0,20, aujourd'hui, très clairement, on préférait faire de l'action avec du dividende. Aujourd'hui, avec des taux à 2,46 sur la France et encore plus aux US avec du 3,83 ou même en Italie à 3,94, alors c'est plus spéculatif, mais aux US à 3,83, très clairement, aujourd'hui, on peut avoir du rendement sur les obligations, c'est ce que vient de dire Pierre. Donc, ça pose plein de questions sur les allocations et sur la constitution des allocations pour ceux qui sont habitués, entre autres, à avoir du fonds euro dans leurs allocations pour rejoindre ce que dit Hélène. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que j'ai intérêt à rester sur mon fonds euro ou est-ce que justement, je n'ai pas intérêt à aller arbitrer une partie de mon fonds euro sur de l'obligation parce que je vais avoir une génération de rendement supérieure. C'est des questions c'est des réponses aujourd'hui qu'on va essayer de vous apporter par rapport à tout ça. Alors, j'ai lancé un sondage. C'est un petit sondage qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est fin 2022, donc c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans 5 semaines. Est-ce que vous pensez que le CAC 40 sera plus haut qu'aujourd'hui, plus bas qu'aujourd'hui ou stable? Donc, je vous en prie, vous pouvez y répondre. Voilà, c'est juste pour connaître votre sentiment de marché. Est-ce que vous êtes plutôt négatif ou plutôt positif? C'est assez amusant de voir chaque année les sentiments. Alors, pour l'instant, on est à 43% stable. 40, ça varie, là, ça varie. C'est vraiment indécis ce soir. Pierre, tu as un auditoire ce soir qu'il va falloir vraiment, auquel il va falloir amener vraiment des réponses. Parce qu'on a vraiment un équilibre total, ça nous est jamais arrivé. Non, c'est très rare en effet. D'habitude, c'est plus tranché. Chacune des réponses. Donc, bon, le sondage est clos pour le coup. Donc, si certains veulent y répondre, pas de problème. Je vais laisser donc la parole à Hélène et à Pierre pour la suite des événements. Ils vont rentrer donc dans le vif du sujet, dans le détail, la macro et derrière comment ça se passe dans les allocations. À vous maintenant d'animer le webinaire. Merci Jean-Olivier. Donc maintenant, après avoir fait un état des lieux, j'ai envie de dire, Pierre, je pense que tu vas pouvoir essayer de nous apporter quelques débuts de réponse. Donc par rapport à ça, donc, je te laisse justement nous expliquer un petit peu le point macroéconomique, où on en est et qu'est-ce que tu vois au niveau de la vision à court et moyen terme. Oui, merci Hélène. Alors, on va essayer de se donner un petit peu un avis sur la macroéconomie, les marchés et où peuvent aller les marchés. Donc, vous savez, la dernière fois, on avait commencé par les fameux indicateurs avancés. Donc, c'est quoi des indicateurs avancés? C'est ces fameux indicateurs qui ont un caractère prédictif sur la croissance et l'inflation dans les mois à venir.
Alors, ce n'est pas de la magie, hein, c'est des enquêtes de confiance, c'est aussi, j'ai souvent l'habitude de dire, pour expliquer un indicateur avancé, on prend l'immobilier. Quel est je dirais, l'activité dans l'immobilier, dans le neuf? Ce sont les ventes immobilières. Mais est-ce qu'on n'aurait pas des indicateurs en amont qui pourraient nous dire, attention, il y a l'immobilier, il se passe quelque chose? Oui, vous avez par exemple les mises en chantier et encore avant, les permis de construire. Si on a une hausse des permis de construire, on va normalement avoir une hausse des mises en chantier et in fine, une hausse des ventes, sauf à ce que les promoteurs se plantent. Mais qui sont les plus à même pour prédire comment va évoluer l'immobilier? Justement, les promoteurs. Et donc, vous avez la même chose dans l'économie et notamment les indicateurs de confiance des entreprises que vous voyez à l'écran. Là, la tendance, elle est claire. On est en train de fortement baisser et c'est en train de nous dire on va clairement en récession. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pareil. On a eu Covid, ça s'est fortement contracté. Et maintenant, on a un fort rebond post-Covid. Et maintenant, on est en train de baisser. Aujourd'hui, pour vous dire, on a 70 à 80% de chances de rentrer en récession de part et d'autre de l'Atlantique. Pour des raisons un peu différentes. Aux États-Unis, c'est pour on va dire la restriction des conditions financières, c'est-à-dire que les taux montent, c'est de plus en plus cher et en plus les banques prêtent moins. Donc c'est la restriction des conditions financières. En Europe, c'est la crise énergétique. Voilà. Et un peu les restrictions des conditions financières. Tu es en train de nous expliquer que, entre guillemets, le vieux continent et le plus neuf, on va dire, vont rentrer en récession, mais pour deux causes vraiment totalement différentes. Parce que on va dire que les US, eux, énergétiquement parlant, commencent à être indépendants par rapport à ça, alors que nous, on a toujours cette dépendance. Mais par contre, eux, c'est différent. Ils ont vraiment des taux très, très hauts qui empêchent les ménages donc, de consommer. On est bien d'accord, ainsi que les entreprises. Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, quand les ménages américains empruntent, de toute façon, je vais y aller. Alors, et je passe un peu. Donc, hop, vous fermez les yeux et vous ne voyez pas que je suis en train de passer 30 slides, mais je vais vous montrer. C'est intéressant. Aux États-Unis, regardez, ça, c'est le taux mortgage, c'est le taux hypothécaire. Le taux hypothécaire, les Américains, globalement, ils empruntent sur du 30 ans. Les taux hypothécaires, ils sont passés en un an de moins de 3% à 7%. Donc, ça veut dire que là, vous voyez bien que si vous passez de moins de 3% à 7%, vous n'allez plus pouvoir emprunter la même chose pour acheter une maison. Et ce qui est dit là, c'est que Wells Fargo, qui est la grande banque de Californie, les mortgage applications, donc les demandes de prêts hypothécaires, elles ont chuté de 90%. 90%. Donc derrière, on a un souci sur l'immobilier. Regardez ici, ça c'était les stocks d'immobilier aux États-Unis. Donc ils baissaient parce que l'immobilier n'arrêtait pas de monter. Les stocks remontent en flèche. On a un vrai souci sur l'immobilier aux États-Unis. L'immobilier aux États-Unis est en train de se retourner. Alors, donc, il y a plus d'offres que de demandes, en fait. On va arriver à, la demande, ils ne peuvent même plus acheter. C'est-à-dire que quand les taux ont tellement remonté, on peut plus acheter ou il faut acheter beaucoup plus bas. Parce que regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça, c'est le prix des logements aux États-Unis. Donc, on a augmenté. Et alors, après Covid, boum, ça fait une accélération qui a été énorme. Et donc là, on est juste en train de se retourner. Donc, attention quand même à l'immobilier. L'immobilier et les taux, c'est un peu mathématique. Hein. C'est-à-dire que les taux montent. On peut acheter, on peut moins acheter, et donc on a l'immobilier qui baisse. Donc ça déjà c'est un point aux États-Unis, je peux déjà en parler. C'est aux États-Unis un point qui n'est pas bon. On a un immobilier qui se retourne, et vous le savez, le fameux quand l'immobilier va tout va, c'est qu'en fait l'immobilier fait travailler tellement d'autres corps de métier que effectivement c'est un problème. Et on a donc ces indicateurs avancés qui sont en berne. Et j'ai envie de dire, même la Chine, où on avait, vous l'avez ici, c'est le même indicateur, c'est le PMI. La Chine, où on avait eu un rebond fort parce que on se disait, ça y est, on a l'arrêt de la politique zéro Covid. Pas du tout, on ne l'a pas eu. Donc en fait, c'est en train de rebaisser avec toujours des problématiques. Donc on a un peu les trois locomotives de l'économie mondiale, à savoir les États-Unis, l'Europe et la Chine, qui sont un peu en berne. C'est pas terrible tout ça. Et alors maintenant, du côté de l'inflation. Du côté de l'inflation, alors non, avant, la confiance du consommateur. Parce qu'il y a les entreprises, mais il y a aussi le consommateur. Mais le consommateur, la confiance du consommateur, elle est dans les chaussettes. Donc ça veut dire que le consommateur européen,
il est en déprime totale. Et quand vous êtes en déprime totale, c'est pas là où vous allez acheter une voiture, c'est pas là où, globalement, si vous n'avez pas confiance en l'avenir, c'est pas là où vous allez investir, que ce soit du côté des entreprises ou du côté des consommateurs. Et regardez. La confiance est même presque plus basse au vu du graphique que tu nous donnes que pratiquement pendant le Covid. Covid, on n'avait pas eu le temps de déprimer. En fait, ça allait tellement vite qu'on n'avait pas eu le temps. Là, on se dit, tiens, il y a Poutine, il y a de l'inflation, donc c'est compliqué. Et aux États-Unis, là, il y a 2 indicateurs, parce qu'on suit 2 indicateurs de confiance du consommateur. C'est moins pointu, la baisse est moins accentuée, mais quand même, on a une baisse qui ne cesse de s'accentuer. Donc, confiance des entreprises, pas bonne. Confiance des ménages, pas bonne. Et immobilier, pas bon. Donc, on a une macroéconomie qui n'est pas bonne. Mais jusqu'ici, on se concentrait uniquement sur l'inflation. Parce que l'inflation, voilà ce que c'est l'inflation en Europe. En Europe, ça n'arrête pas de monter. On est supérieur à 10. C'est-à-dire que grâce au bouclier tarifaire en France, on est à 5-6. Mais chez nos voisins, c'est bien pire. Les Anglais, on est à plus de 11% aujourd'hui d'inflation. 11%. Mais nous, c'est grâce au bouclier. On est bien d'accord que, vu que sur la partie énergie, etc., qui nous protège quand même en France. Tout à fait. Ça coûte de l'argent, mais ça nous protège. Et l'inflation hors alimentation et énergie, qui était complètement en berne, elle était à 1% depuis des années. Là, on est maintenant à 5%, ce qui est énorme. C'est-à-dire que même si j'enlève la composante énergie, je suis quand même à une inflation qui est de l'ordre de 5%. Aux États-Unis, bonne nouvelle, on semble avoir atteint le pic d'inflation qu'on a eu à 9%. Et là, on est en train de refluer au niveau inflation. Mais hors alimentation et énergie, c'est-à-dire ce qui est en rouge, on est plus sur un plateau qu'autre chose. On n'est pas en train de complètement baisser. Donc, on semble avoir atteint le pic d'inflation, mais on n'est pas encore complètement guéri sur l'inflation. Et surtout, les marchés se focaliser sur l'inflation. Pourquoi les marchés remontent? Parce que les marchés sont en train de se dire, ça y est, le pic d'inflation est derrière nous. On va avoir une récession qui va casser l'inflation et donc les banques centrales vont arrêter de remonter les taux et donc ça, c'est bon pour le marché. Voilà, aujourd'hui, la psychologie des marchés. Mais Pierre, oui. Alors, Pierre, j'ai une question qu'on a souvent en clientèle. Est-ce que finalement, pendant 15 ans, pendant 14 ans, 2007-2021, les banques centrales ont clairement drivé le marché? C'est-à-dire que concrètement, elles achetaient du papier, elles avaient une politique très accommodante. Donc, dans le coup, elles avaient des taux très faibles. Donc, dans le coup, tout à l'heure, j'ai parlé de TINA et dans le coup, les marchés actions étaient alimentés par cette politique très avantageuse sur les taux. Et puis, est arrivé donc fin 2021, après le Covid. Dans le coup, on se retrouve avec un déséquilibre offre et demande, les matières premières qui montent. Donc, tout d'un coup, l'inflation s'envole. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression quand même que les banques centrales sont toujours au cœur finalement des marchés. Parce que ce que tu viens de dire est essentiel. On se dit finalement aujourd'hui, les banques centrales sont en train de taper dur sur les taux. Donc mécaniquement parce qu'il faut freiner l'inflation. Donc pour le coup, aujourd'hui la question qui se pose, c'est que est-ce que c'est vraiment la remontée des taux qui fait baisser l'inflation ou est-ce que c'est l'entrée en récession des économies qui fait baisser l'inflation? Parce que comme il y a moins de demandes, dans le coup, forcément, il y a moins de consommation globale et dans le coup, ça fait baisser l'inflation. Mais une fois de plus, si on regarde les banques centrales, on a un peu l'impression qu'on se dit aujourd'hui, si on a atteint le pic d'inflation, les banques centrales vont, dans les prochains mois, être plus raisonnables sur la remontée des taux. Et dans le coup, les marchés actions peuvent très bien s'emballer parce que les opérateurs vont être positifs. Alors que de l'autre côté, on va en parler, je pense, juste après, il faudra quand même regarder le résultat des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus s'exciter sur la remontée des marchés parce que finalement, on est un peu à l'aveugle juste par rapport aux politiques des banques centrales. Alors, oui, alors j'ai envie de dire déjà, ça fait beaucoup de si. mais effectivement, déjà, c'est un fait. Le marché a été administré par les banques centrales depuis 10 ans. C'est ce que tu soulignais. Et oui, on va maintenant se focaliser plus sur la croissance et sur les bénéfices des entreprises. Les bénéfices des entreprises, qu'on soit clair, ne peuvent pas tenir vu ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les marchés vous disent les bénéfices vont augmenter. Ça y est, ils se sont calmés. Ça ne va pas augmenter l'an prochain.
Mais s'il y a une récession, c'est entre -10 et -20 en moyenne les bénéfices. Mm. Donc, ça veut dire que le marché risque d'être de plus en plus focalisé par la baisse des bénéfices. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. Le marché rebondit quand on est au point bas sur les bénéfices. Donc, il faut qu'on ait ces fortes révisions à la baisse des bénéfices. Et c'est là que le marché rebondit quand c'est le pire. C'est-à-dire que quand vous allez avoir dans vos journaux télévisés, sur les sites internet, qu'il y a des licenciements, que c'est l'enfer, que c'est le fond de c'est là que les marchés rebondissent. C'est quand on a compris que ça y est, le pire est derrière nous. Voilà. Est-ce que j'ai envie de te dire, ce que nous, on nous pose souvent comme question, c'est que justement, oui, on a touché le fond ou pas encore, en fait, selon toi, Pierre? Concrètement, non. Enfin, concrètement, sur la macroéconomie, ça va. Pour l'instant, on a un taux de chômage qui est le plus bas depuis 30 ou 40 ans, et aux États-Unis et en Europe. Les licenciements, ça commence à peine à arriver, mais ça peut aller très vite aux États-Unis. Donc non, on n'est pas au fond. On n'est pas encore entré en récession. Peut-être qu'on est déjà en récession. On le saura en fait quand on aura les chiffres définitifs. Mais on est peut-être déjà en récession en Europe. Mais rien n'est certain. Donc pour nous, non, on n'est pas encore au fond. Mais tous les indicateurs avancés nous disent ça va empirer. Parce que pour toi, aujourd'hui, on est peut-être en récession plus ou moins cachée, en fait, qu'on ne la voit pas encore. Cachée, c'est juste qu'en fait, on va avoir les chiffres avec un peu de retard, c'est tout. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est en récession au T4 ? On le saura en janvier. Oui, forcément. Voilà. Alors, l'inflation. L'inflation aux États-Unis, c'est notamment à cause de ça. Aujourd'hui, alors, en noir, vous avez les offres d'emploi. En rouge, vous avez le nombre de chômeurs. Il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de chômeurs. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait 2 offres d'emploi pour un chômeur. Là, maintenant, ça s'est un petit peu calmé et on est plutôt, on était à 12,5 millions, 12,5 millions d'offres d'emploi. Maintenant, on est plutôt à 10 millions. Donc, ça baisse assez vite. Mais on pense que tant qu'on n'est pas, je dirais, à 6-7 millions d'offres d'emploi, donc ça baisse encore fortement, on aura toujours, c'est ce que vous voyez ici à droite, une augmentation des salaires qui est forte. On est sur 7% d'augmentation des salaires. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, clairement. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on enlève, alors c'est toujours le truc, si on enlève tous les éléments de l'inflation, il n'y a plus d'inflation. Ah bah oui, c'est facile. Mais si on enlève l'énergie et les loyers, parce que les loyers sont en général décalés, ça tarde à... On est aujourd'hui, les prix ont plutôt baissé. C'est pas rien quand même. C'est-à-dire que l'énergie, on comprend la crise énergétique, les loyers, on comprend. Si on enlève juste ces éléments-là, le dernier chiffre d'inflation était plutôt même en décroissance, en baisse sur les prix. Donc ça, c'est important. Aux États-Unis, je parle. Alors, je vais passer ça. En Europe, il faut bien voir que les salaires n'augmentent pas beaucoup. On est à 2,5%, je vous montre ici, pardon. On est à 2,5% d'augmentation de salaire. Avec 10% d'inflation, ça veut dire, et c'est ce que vous avez ici, c'est les salaires réels, c'est-à-dire ce qu'on a moins l'inflation, on est à moins 7,5%. Donc ça ne peut pas tenir. Soit les salaires augmentent fortement en Europe, soit on se paye une énorme récession parce que, je vous parle tous autant qu'on est, si on nous enlève 7% de pouvoir d'achat tous les ans, ça. Il y a un moment donné, on va couper dans les dépenses. C'est du pouvoir d'achat, donc des dépenses des ménages, donc forcément, ils rentrent en récession. Exactement. Et donc, en conclusion, si vous nous avez suivis, vous avez peut-être l'habitude de ce petit graphique qui est globalement les différentes zones fonction de la tendance de la croissance à venir et de l'inflation à venir. On a la zone euro qui est dans le pire des cas, où on a... C'est pas une martingale. Loin de là, et en plus, c'est que la première partie de l'analyse. Après, il faudra voir la valorisation. Mais vous voyez qu'on n'est pas très bien positionné. Que ce soit les émergents, les États-Unis et la zone euro, on est plutôt dans cette partie. L'inflation monte, la croissance monte. Alors, ça y est, les États-Unis, l'inflation est peut-être en train de rebaisser. Et on est un peu moins mal qu'en Europe au niveau de la croissance. Mais globalement, ce n'est pas génial au niveau de la macro. Donc maintenant, il faut regarder la valo. Donc les valorisations. Les valorisations, ici, c'est le PE. Alors, c'est quoi le PE ? Bon, si vous ne voulez pas trop chercher, plus c'est haut, plus c'est cher, plus c'est bas, moins c'est cher. Voilà. Et globalement, c'est le prix divisé par les bénéfices à venir. C'est-à-dire que ce que je paye maintenant, divisé par ce que je peux attendre comme bénéfice l'an prochain. Bon, mais vous voyez que ça a fortement baissé. Fortement. Mais attention, quand on était là, au plus haut sur les US, on était dans le 1% le plus cher de l'histoire. Et ça veut dire que malgré la baisse, regardez, sur le S&P.
C'est encore très haut. C'est ça que tu es en train de vouloir nous Voilà, dire. sur le S&P 500, alors que la moyenne à 20 ans est à 15,5, on est encore à 16,5, 17. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout pas cher. On est encore au-dessus de la moyenne. Il n'y a que les petites capitalisations où on trouve qu'il y a de l'intérêt. Mais d'habitude, quand on est à un point bas de marché, bah, c'est un peu les soldes. Là, aujourd'hui, on n'est même pas au premier jour des soldes, hein. C'est un Black Friday qui est un petit peu tristouné, hein. Donc c'est encore un peu cher. Donc, on n'y va pas trop. À l'inverse, l'Europe, vous le voyez, elle est plutôt pas chère en ce moment. À 11,6, on est dans la borne basse de la moyenne. On n'est pas La courbe en bleu, hein, on est bien Ouais, la d'accord. courbe en bleu. Excusez-moi, oui, pardon, la courbe en bleu. Compris. Non, Et non, mais je en vert, les émergents. Les émergents sont vraiment pas chers en ce moment, et notamment la Chine. Mais personne n'a envie d'y aller. Mais la Chine est plutôt intéressante en ce moment. Mais la Chine, tiens, pourquoi personne n'a envie d'y aller? Si tu as 2 minutes pour nous en parler rapidement. Bah, la Chine, ils sont toujours dans leur politique zéro Covid. Xi Jinping, il remet un tour de vis réglementaire alors qu'on pensait qu'il allait arrêter. Oui. On a toujours un problème sur l'immobilier. Donc ouais, c'est compliqué. Mais c'est dans ces moments-là que c'est le plus intéressant. Nous, on est plutôt en train de regarder pour remettre de la Chine aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est tellement pas cher et personne n'en veut plus que nous, on trouve que ça a de l'intérêt. C'est comme tu disais, c'est au pire moment que justement, c'est là où il faut investir parce que c'est là où, quand tout va mal, qu'il faut investir. Il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon. Et je peux vous dire que le canon, on l'entend bien en ce moment. Alors, ce que disait Jean-Olivier, justement, c'est ici, vous avez en bleu le PE. Donc, vous voyez, ça a baissé. Ça, c'est sur les actions mondiales. Et en noir, vous voyez les bénéfices des entreprises. Et donc là, les bénéfices des entreprises, ils commencent juste à rebaisser. Mais regardez, quand il y a une récession, ça baisse fort, hein. Donc là, attention, le marché n'a pas encore pris en compte le fait que les bénéfices vont être moins bons que prévu. Donc attention à ça. Donc on a eu on a soufflé parce que l'inflation, ça va mieux. On a sûrement atteint le pic d'inflation aux États-Unis. Et maintenant, on ne s'est pas encore reconcentré sur la baisse de croissance, qui n'est pas non plus, c'est pas du sûr à 100%, hein. La meilleure nouvelle, ça serait que finalement, on fasse une toute petite récession, voire qu'on ne fasse pas de récession. Mais si on a une récession telle que les indicateurs nous le disent, bah là, le marché va rebaisser dans un deuxième temps. Mais ce sera sûrement la deuxième patte de baisse, mais finale. Et quand tu parles de l'inflation, donc normalement, on a atteint le pic aux États-Unis. En Europe, sur la zone Europe, tu le vois comment par rapport à ça, justement, aujourd'hui? Logiquement, ça ne devrait pas tarder, hein, le pic, hein, parce que c'est mathématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie, on compare le prix du pétrole maintenant par rapport à il y a un an. Bah forcément, quand on va être en février 2023, on va comparer le prix du pétrole par rapport à 130 quand il était monté après la guerre Ukraine, enfin après le début de la guerre. Donc, si on reste à 100, ce sera même le pétrole va jouer en négatif. Ce qui compte, en fait, c'est la fameuse inflation sous-jacente, hors alimentation énergie. Ça, c'est compliqué à dire parce que je pense que ça y est, dans la tête des agents économiques, l'inflation est ancrée. Donc, ce n'est pas si facile que ça à faire refluer. C'est-à-dire que vous avez dû le voir. Enfin, moi, j'ai des entreprises qui commencent à augmenter en disant « Ah ben non, mais c'est l'inflation ». Vous dites « Attendez, votre business, il n'a rien à voir avec ce qui a augmenté. Donc, pourquoi vous nous augmentez les prix ?» Ah, mais oui, mais… Donc, toutes les entreprises sont en train d'augmenter leurs prix. Donc, ça, il y a une inflation qui est en train d'être là. Et puis, les salariés, bah, ils sont en train de dire « Attendez, à la fin de l'année, ils vont voir leur patron en disant « Mais attendez, il y a de l'inflation, donc… moi, il faut que j'ai mon salaire qui augmente. » Donc, tout est lié. Voilà. Et donc, ça, c'est dur, c'est quand l'inflation est dans la tête des agents économiques. Oui, pour la freiner ou pour l'arrêter, du moins. Ouais, tout à fait. Le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas rentrer dans un cercle vicieux de l'inflation qui auto-entretiendrait l'inflation. Mais on y est. On y est. Non, mais et l'autre problème, c'est que quand même, les États, bah, il y a un petit avantage, non, à cette inflation. Parce que votre endettement, il est calculé sur quoi? Dette sur PIB, mais PIB nominal avec l'inflation. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'endetter de 3 à 5% de plus par an. Mais avec une inflation qui est à 10%, ça veut dire que votre dette sur PIB est en train de baisser. C'est peut-être une des seules manières de se désendetter, en fait. C'est que la dette, le stock de dette, se dévalorise face à l'inflation. Autrement dit, c'est la ruine du rentier. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions pour trouver des taux de rendement supérieurs parce que quand vous avez une inflation à 10%,
vous perdez de l'argent. Et donc ça, c'est important de trouver des solutions financières qui, justement, arrivent à combattre l'inflation. Alors attention, hein, on ne pense pas que l'inflation va rester à 10% pendant des années. En revanche, on n'est pas. Le marché vous dit d'ici 1 à 2 ans, l'inflation revient à 2%. On a du mal à y croire, ça, par contre. Le pourcent, Sauf, ça me paraît bas. sauf à ce qu'on ait une grosse récession. Et là, la grosse récession va en fait casser complètement la croissance. C'est le cas de le dire. Hein, s'il y a une récession, ça casse la croissance, par définition, mais aussi va casser l'inflation. Mais ça serait quand même pas une bonne nouvelle. Ça serait pas une bonne nouvelle, une grosse récession. Il vaudrait mieux avoir une récession modérée avec une inflation aussi. Si c'est une récession, mais de courte durée, et qui arrive à casser l'inflation et qu'on reparte sur bonne base, c'est pas si mauvais que ça. Alors après, on peut aussi avoir la même cause, les récessions aux US et récessions en Europe, mais pas avec le même atterrissage. Oui. Hein, parce qu'aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus flexibles et mobiles que nous. Donc, concrètement, on l'a vu pendant le Covid. Concrètement, au lendemain du Covid, on a eu des pics de chômage colossaux, un pic de chômage colossal. Et à contrario, en France et en Europe, il y a quand même un petit peu plus de protection et un petit peu moins d'agissement précipité. Et résultat des courses, on constate que les US, ça peut être très violent très rapidement. Oui. Dans un sens comme dans l'autre. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit sur le graphique tout à l'heure, quand il y avait les offres d'emploi, je vous ai dit ça peut aller très vite. C'est très clair. Maintenant, il y a un débat. Value croissance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, c'est un peu ma marotte. C'est un peu, je trouve ça très important. Dans le marché, vous avez des valeurs de croissance. Les valeurs de croissance, c'est le luxe, la technologie. C'est essentiellement, c'est luxe et technologie. Tu peux citer quelques exemples? Tu peux citer quelques exemples, par exemple? L'Oréal, LVMH, Hermès, Nestlé aussi est une entreprise de croissance. Google, Facebook. Voilà, c'est des sociétés comme ça. C'est des sociétés dont la croissance des bénéfices est largement supérieure à la croissance du marché. Les entreprises value, c'est des entreprises qui sont plutôt délaissées, défavorisées par les marchés et qui sont sur des valorisations très basses. Ça, c'est le secteur des transports, de l'automobile, voilà, des choses comme ça. Eh bien, malgré une hausse cette année, dans un marché en baisse de 15%, la value, elle a fait 0, le croissance, il a fait moins 20. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Eh bien, pourtant, l'écart de valorisation entre les deux n'a jamais été aussi haut, comme vous le voyez sur le graphique ci-dessous. Pourquoi? Parce que les bénéfices des entreprises value ont cru plus vite que celles de croissance. Voilà. Alors attention, si on va en récession, normalement, ces entreprises-là sont plutôt cycliques, ça devrait s'inverser. Mais quand même, il y a un tel écart de valorisation qu'on pense qu'on peut toujours continuer à être sur des entreprises value. C'est aussi les banques. Et nous, les banques est un axe d'investissement dans les portefeuilles. Donc, c'est toujours value pour toi, plus que croissance. Hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Alors, pas non plus avec un. On ne met pas tout sur le rouge ou tout sur le noir. Ce n'est pas un gros braquet. Pourquoi? Parce que si on va en récession, vous comprenez bien que l'automobile, le transport, les médias, pas ce qui va être le mieux. Et peut-être qu'un Nestlé, un L'Oréal, ça va mieux s'en sortir. Donc attention quand même. Mais on est sur de tels écarts de valorisation que ça devrait en tous les cas, selon nous, se normaliser. Maintenant, le crédit. Le crédit, c'est quoi? C'est les obligations d'entreprise. Donc, les obligations d'entreprise, ici, je vous ai mis le high yield. C'est quoi le high yield? C'est super, hein, c'est haut rendement. Tout le monde a envie de haut rendement, mais l'autre, non, c'est junk bonds, obligations pourries. C'est globalement des entreprises avec une solvabilité médiocre. Alors, solvabilité médiocre, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes faire défaut, mais ça veut dire… je reviendrai à la question de Patrick qui est intéressante. Elles vont pas toutes faire faillite, ces entreprises. Et donc, si j'ai un bon rendement, pourquoi pas aller faire des obligations high yield? Aujourd'hui, sur les obligations high yield, on est à 6% de surrendement au-dessus des emprunts d'État. Ça veut dire que si je rajoute les 2,46 dont a parlé Jean-Olivier tout à l'heure, on va être à 8,5%. Donc, tu es en train de dire que le high yield, en gros, parce que c'est un peu technique, le high yield, donc c'est des entreprises, comme tu as dit, donc médiocres, donc avec, par contre… à la solvabilité médiocre. Avec solvabilité médiocre, donc ils n'arrivent pas forcément à se financer avec des bons taux, donc ils sont obligés de se financer à des taux beaucoup plus hauts. On est bien d'accord? C'est bien ça? Les notations, juste pour nos clients, les notations, c'est les fameux triple A, double A, c'est simple B, double B, etc. Donc, en fait, plus vous avez une cotation vers le triple A et mieux c'est, et plus vous allez vers le bas, et moins c'est bon. Donc, pour le coup, le high yield, ça commence à quelle notation, Pierre?
WB+. Voilà, donc WB+, tout ce qui va être au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'investment grade. On est d'accord? Je suis d'accord. Et tout ce qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle le haut rendement. Donc, les entreprises qui ont plutôt des taux de défaut plus élevés, mais avec des rendements plus élevés. Et plus on prête à quelqu'un, je dirais, on va dire, sur lequel on a un risque, et plus le taux est fort. C'est assez logique, en fait. C'est plus mon risque est important et plus je suis payé pour mon risque. Moins le risque est important. Par exemple, si je prête demain, je répète tout à l'heure ce que j'ai expliqué sur la SNCF, qui est là pour le coup une entreprise d'État, bah, mon risque d'une faillite de SNCF, il est à zéro. A contrario, si je prête à une entreprise privée sur laquelle voilà, j'ai un capital qui n'est pas du tout sur lequel j'ai des investisseurs et peut-être une entreprise familiale ou une entreprise de taille moyenne, ben, j'ai un risque plus élevé parce que ben, y a un risque de défaut plus important. Alors, je dirais juste un bémol. Je dirais qu'en finance, il ne faut jamais dire qu'un truc est impossible. La SNCF fait défaut, c'est très peu probable, mais rien n'est impossible. Est-ce que c'est possible que l'Arabie Saoudite batte l'Argentine en premier tour de Coupe du Monde? Ben, c'est très peu probable. C'est arrivé ce soir. Donc, C'est clair. en finance, il n'y a rien qui est impossible. Donc, mais tu dis que par contre, donc, toutes ces entreprises qui seraient moins solvables, on va dire, ou disons qui ont plus de nature de défaut, sont quand même plutôt pas mauvaises non plus. Et donc, le gros, c'est la diversification. C'est ça que tu voulais dire, on est d'accord? non, pas tout à fait, parce que justement, je prenais cet exemple du high yield pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est à 6% de surrendement au-dessus des emprunts d'État, mais que quand il y a une crise, regardez, Covid, et c'était même vrai en 2008 et même vrai en 2000, on monte à 10%. Donc pour nous, on est au milieu du gué. Attention, il risque d'avoir des défauts avec la récession, et si la récession arrive, on risque d'être encore plus haut en termes de surrendement. Et donc, à l'inverse, sur l'investment grade, dont parlait Jean-Olivier tout à l'heure, donc les entreprises avec une bonne notation, eh bien, on arrive aujourd'hui à avoir des rendements de crise. C'est-à-dire que le surrendement qu'on a sur de l'investment grade, en temps de crise, de récession, c'est 250 points de base. C'est-à-dire 2,5%. On est à 2%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur des emprunts investment grade, on atteint du 4,5-5%. Ben, moi, ça me convient en fait. Et notamment sur la partie fonds euros, pour sortir un peu du fonds euro et pour aller vers ce type d'investissement. Donc, la hausse des taux, si on y était, ça a fait très mal, mais on n'était pas sur les profils, sur l'obligataire, parce que concrètement, être rémunéré zéro, ça ne nous intéressait pas trop. Et là, maintenant que les taux sont remontés, c'est intéressant d'y retourner. Et ça, on est d'accord, même si en finance, rien n'est impossible, comme tu as dit, mais c'est quand même peu probable, on va dire, que ces entreprises-là fassent défaut, en fait, les investissements grade. Ce n'est pas impossible, mais les taux de défaut sont très, très faibles. Voilà, les taux de défaut sont très faibles. Donc là, on a quand même des investissements très intéressants, des opportunités d'investissement pour les clients à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui, je préfère du 5% à du 8,5%. Non, mais parce que forcément, le risque n'est pas le même au vu de ce que tu viens de nous expliquer. Tout à fait. Alors, l'immobilier US, on en a déjà parlé. Je passe. Le contrariant. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous rendre positifs. C'est qu'aujourd'hui, le sentiment de marché est ultra négatif. C'est-à-dire que les investisseurs sont tous négatifs. Et ça, en général, quand tout le monde est négatif, c'est là qu'il faut qu'on s'y intéresse. Donc, c'est pour ça notamment que le marché rebondit en ce moment. C'est-à-dire que la moindre bonne nouvelle, tout le monde étant ultra pessimiste, la moindre bonne nouvelle fait remonter le marché. Voilà, donc ça, c'est une des raisons. Et c'est quand même ce qui nous fait dire qu'il faudrait quand même pas être trop négatif parce que ça, c'est un élément important. Les risques. Est-ce que tu pourrais revenir sur la question de Patrick? Oui. S'il te plaît. Tout de suite. Ah, pas de suite. Pas tout de suite. Ok, tu fais languir Patrick là pour le coup. Je l'ai gardé, je l'ai en mémoire, mais je vais y venir. Alors, pour les autres, c'est juste sur les banques, savoir si elles sont vulnérables ou pas. Parce que pour les autres auditeurs, parce que nous, on parle d'une question que l'on voit, mais les autres personnes ne le voient pas. Donc, c'est juste les banques ne sont-elles pas particulièrement vulnérables en cas de récession. Donc, tu y répondras par la suite. Oui. Les risques, le coronavirus, on n'est jamais à l'abri d'une résurgence. Et puis, le coronavirus, en ce moment en Chine, je peux vous dire, c'est un risque numéro 1. La montée de la dette. Tu peux expliquer pourquoi c'est risque numéro 1? Parce qu'ils sont parce qu'aujourd'hui, ils sont encore confinés. On a plus de 200 millions de personnes qui sont confinées. Oui. On a la première usine au monde, Foxconn, 200 000 personnes dans l'usine, qui est confinée. Et c'est même pire que ça. C'est que les ouvriers sont partis. Ils ont dit, oulala,
ça va pas être bon là, avec le Covid, ils vont nous enfermer parce qu'ils rigolent pas, hein. Ils veulent que ça continue à produire, donc ils les enferment dans l'usine. On doit dormir dans l'usine et on est dans une bulle. Donc ils sont partis. Donc ils ont des ouvriers en moins pour faire tourner les machines. C'est un problème notamment pour Apple, puisque Foxconn est un des premiers fournisseurs d'Apple. Bref, donc c'est encore un risque. La montée de la dette avec des taux qui montent, bah forcément, quand on a une dette à 40% du PIB ou à 100% du PIB, quand les taux sont à zéro, on s'en fiche, parce que 0 sur 40% ou 0 sur 100, c'est pareil, c'est zéro. Quand c'est 3%, c'est plus la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1% de hausse de taux, c'est 40 milliards pour la France de paiement d'intérêts supplémentaires. Les taux viennent de monter de 3%. Ça fait mal. La crise énergétique en Europe et ce qui est lié, les tensions géopolitiques. Et évidemment, en ce moment, ce qui fait parler le plus, c'est la politique monétaire menée par les banques centrales. Alors avec tout ça, on fait quoi? C'est ça. Alors, il y a une question qui a été posée par Xav. Une question donc sur l'obligataire. Tu dois l'avoir, Pierre. Est-ce qu'on peut se positionner sur un fonds ou un tracker obligataire non fermé? Je suppose un fonds ouvert. En effet, on peut toucher du 5% aujourd'hui, donc ce que tu viens de dire sur l'investment grade. Mais si les taux continuent à monter, on ne les touchera jamais? Non. Alors, c'est une question un peu technique. Je ne conseille pas d'aller sur un tracker sur l'obligataire parce que la sélection, enfin, justement, éviter le défaut, c'est le métier des gérants obligataires. Donc, ils vont essayer justement de minimiser le taux de défaut. Et après, en fait, tout dépend de votre tracker ou votre fonds. Est-ce qu'il a une sensibilité élevée ou une sensibilité faible? S'il a une sensibilité élevée, si les taux montent, vous allez vous faire arracher. C'est-à-dire que ça va continuer à baisser. Par contre, si vous êtes juste allé capter le rendement du surrendement de ce que j'ai montré tout à l'heure, vous pouvez avoir une sensibilité faible et donc capter ce rendement sans être exposé à la hausse des taux. Mais là, j'ai dû perdre à peu près les 3/4 de l'auditoire parce que là, c'est un peu technique. Alors oui et non, parce qu'en fait, pour résumer ce que vient de dire Pierre, la sensibilité, elle est communiquée par le gérant. C'est-à-dire que concrètement, sur les reportings que nous avons à disposition et que vous avez vous-même à disposition, alors, si vous nous les demandez, on vous les donne. Et sinon, vous les avez dans chaque société de gestion. Très clairement, la sensibilité est affichée par le gérant. Et on voit en fait aujourd'hui une sensibilité à zéro, c'est une incidence sur les taux qui est nulle. Plus la sensibilité est élevée, ce que vient de dire Pierre, quand je me fais arracher sur le rendement, si mes taux remontent, c'est si j'ai une sensibilité par exemple à 10. À contraire, si j'ai une sensibilité négative, eh bien concrètement, si les taux montent, mon fonds s'améliore, en fait, s'apprécie. On est d'accord là-dessus, Pierre? Tout à fait. Mais là, c'est assez technique. C'est important de comprendre que… C'est assez technique, messieurs, quand même. Hein. Non, mais alors, c'est assez technique, mais j'ai essayé de le rendre très pédagogique. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, nous avons la capacité de connaître la sensibilité sur un fonds, ce que nous n'aurons pas comme capacité sur un tracker, par exemple. C'est beaucoup plus facile à suivre. C'est beaucoup plus. En tous les cas, sur le tracker, on aura la sensibilité marché, alors que en fait, sur un fonds aujourd'hui en gestion active sur de l'obligataire, on aura clairement une sensibilité affichée. Mais j'ai envie de dire que si vous avez justement ce genre de problématique, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On saura justement vous expliquer de manière explicite comment on vient de le faire et vous accompagner sur les choix. Alors, pour en arriver aux préconisations, au final, parce que je vois aussi que l'heure tourne, hein, on est quasiment. Tout à fait. Mais tu es on time. Hein. Tout à fait, mais je fais attention. Donc, les points positifs, c'est que on a peut-être atteint le pic d'inflation aux États-Unis et potentiellement en Europe. Mais après, la question, c'est OK, mais on va baisser à combien? Parce que si on rebaisse à 5, à 4, à 3 ou à 2, ce n'est pas du tout la même chose. On a un pessimisme des investisseurs qui est très élevé, donc ça, c'est plutôt positif. Et on a un rebond de la Chine, mais comme je vous l'ai dit, c'est très mitigé. Hein. Les négatifs, c'est que la stagflation, c'est-à-dire inflation élevée, croissance faible, le scénario est de plus en plus probable. On a une crise énergétique et géopolitique et on a des banques centrales qui sont très négatives. Donc, conclusion, macroéconomie et politique monétaire sont très négatives. Il est urgent d'attendre. Pour nous, on se repositionnerait sur les actifs dynamiques uniquement sur fort repli. Et en action, on est plutôt sur préférence pour l'Asie, pour la Chine, comme je vous l'ai dit, pour son côté contrariant, et l'Europe, avec de la value. Avec notamment des bancaires sur la value. Pourquoi les bancaires? Parce qu'on n'est pas sur une crise bancaire et financière. Oui, en cas de récession, les bancaires pourraient souffrir, mais la hausse des taux leur fait tellement de bien au bilan
que si vous regardez les bénéfices des bancaires, ça a fortement cru. Et elles ont déjà fait des provisions en prévision des taux de défaut. Donc franchement, les bancaires nous semblent être, et elles sont tellement sous-valorisées que ça nous semble être quand même ça nous semble être une bonne idée. Opportunité. Sur le côté croissance, on ne veut pas faire de la technologie US. Du Nasdaq, on n'en ferait pas, même si ça a beaucoup baissé. Mais on va plutôt aller sur de l'environnement. Ça, pour le coup, l'environnement, les énergies renouvelables, on trouve que vraiment, le chemin, il est clair, les investissements sont clairs, et en plus, ça a déjà beaucoup baissé. Et alors, je vois la question, enfin la remarque de Stéphane, restons sur le fonds euro. Oui, mais aujourd'hui, comme je vous le disais, les rendements sur l'obligataire ont tellement monté que vous pouvez, sans trop de risque de hausse de taux, investir sur des fonds qui vont vous donner du 4 à 5 % de rendement. Donc, pourquoi je resterai sur l'obligataire du fonds euro qui est à 1 % et il ne va pas remonter de suite. Donc là, il y a un intérêt et donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans les profils que vous avez vus ou que vous allez voir, à savoir des arbitrages sur la poche défensive en mettant de l'obligataire à la place du fonds euro. Alors sur le fonds euro, juste pour faire une petite parenthèse, donc le fonds euro pour nous reste un socle important, bien évidemment, des allocations. Ça reste important pour les liquidités dont vous auriez besoin sur un laps de temps assez court ou moyen terme, c'est-à-dire sur 2-3 ans. Très clairement, si vous avez besoin de liquidité pour un projet ou pour un besoin ponctuel, bien évidemment, il faut rester sur le fonds euro. Ce que Pierre vous a montré, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, il y a très certainement à aller chercher du rendement sur de l'obligataire à échéance 3-5 ans. Donc, si aujourd'hui, vous avez très clairement 3 à 5 ans devant vous et que vous n'avez pas besoin de liquidité sur le fonds euro, aujourd'hui, vous pouvez aller chercher finalement avec un risque mesuré du rendement sur l'obligataire. Je rappelle que sur le fonds euro, aujourd'hui, le taux moyen était à 1,20, 1,30 en 2021. Il va très certainement réaugmenter en 2022 parce que les assureurs n'auront pas le choix. J'ai fait d'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps sur justement la remontée de l'inflation, la remontée du livret A et les conséquences pour les assureurs, l'obligation, parce qu'en face, ils ont la concurrence du livret A de remonter leur taux de fonds en euros. Maintenant, comme vient de le dire Pierre, on ne va pas passer d'un taux moyen de fonds en euros de 1,20 à 3 ou 4 %, ça, ce n'est pas vrai. On va très certainement remonter sur un taux moyen à 1,82. Maintenant, les choses vont être beaucoup plus lissées chez les assureurs et ils seront lissés de manière à ce que si demain l'inflation rebaisse et que les taux rebaissent, eh bien, le fonds euro, lui, n'en bénéficiera pas, c'est-à-dire qu'il restera sur un trend, sur un range, donc on va dire, sur un niveau de taux avec 2 % plus ou moins 20 %, on va dire, entre 1,60 et 2,50, et il n'ira pas au-delà. Donc, si vous avez un petit peu de délai devant vous, eh bien aujourd'hui, en allant chercher de la signature investment grade, c'est-à-dire avec une notation et un taux de défaut assez faible, on peut aller chercher du rendement à hauteur de 5 % assez simplement, tout en diversifiant en plus derrière les sous-jacents, parce que nous, derrière, dans notre métier, et ce que l'on fait avec EOS Allocation, c'est qu'on ne met pas tout sur un seul acteur, on ne met pas tout sur un seul secteur d'investment grade, on va essayer de diversifier au travers de plusieurs sociétés de gestion. Ça, c'est notre rôle d'allocataire avec Pierre et de conseil en gestion de patrimoine, de vous accompagner dans une allocation diversifiée pour réduire là aussi mécaniquement le risque. Donc le fonds euro, oui, pour des besoins de liquidité ou d'attente sur une échéance de 2-3 ans, pas de sujet. Je confirme qu'il vaut mieux être sur du fonds euro que sur n'importe quoi d'autre. Par contre, si vous avez un délai en face de vous supérieur à 3 ans et que vous allez chercher du rendement, autant aller chercher de l'obligation en investment grade sur lequel vous allez avoir du rendement à hauteur de 5 %. Merci Jean-Olivier. Après, il y a un dernier élément sur les matières premières. Alors là, franchement, c'est assez complexe aujourd'hui d'avoir un avis sur les matières premières. Clairement, si le dollar se retourne, si vous avez une vision que le dollar va se retourner à la baisse, il faut être sur l'or, il faut être sur les matières premières en général. Si vous pensez que l'inflation est là pour durer, il faut être sur les matières premières. Par contre, si on a une grosse récession, les matières premières, en tous les cas industrielles, ça peut baisser 30 ou 40 % d'un claquement de doigts. Donc pour l'instant, on en a sur le profil offensif, ça marche très très bien. Mais voilà, on fait attention quand même. Parce que ça peut très très vite fluctuer, on est bien d'accord. C'est pour ça que c'est au vu de ce que tu viens de nous dire. Récession ou pas récession, en fait. En gros. Tout à fait. Et pour finir, je voulais montrer un exemple de fonds. Alors,
un peu plus sportif que sur l'investment grade, qui est un fonds sur en fait, les dettes subordonnées bancaires. Les dettes subordonnées bancaires. Donc là, c'est un peu comment dire, je me suis moi-même fait un défi parce que d'essayer d'être pédagogique sur les dettes subordonnées bancaires, c'est un challenge parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, mais je vais essayer de vous traduire de manière simple. Le capital d'une banque, il y a des obligations classiques qu'on appelle seniors. Elles rémunèrent 4,3%. Et vous avez des au-dessus, quand ce n'est pas encore du capital, ce n'est pas encore de l'action, qui rémunèrent entre 6 et 11%, suivant le niveau de risque. Donc aujourd'hui, et regardez, le niveau de volatilité de ces titres est proche des obligations, mais avec un rendement bien supérieur. Globalement, vous ne perdez de l'argent que si les banques passent en dessous d'un certain niveau de capitalisation. Mais comme aujourd'hui, ce n'est pas une crise bancaire, on pense que là-dessus, on est ultra bien rémunéré pour un risque qui finalement n'est pas avéré. Alors, il y a du risque, hein, évidemment, mais aujourd'hui, les banques sont très bien capitalisées et en plus, avec la hausse des taux, elles gagnent plus d'argent. Et donc, aujourd'hui… Tu veux dire qu'on n'est pas comme dans la même configuration que 2008, c'est ça que tu veux dire? Ou que 2011-2012. 2011-2012 a été aussi une crise bancaire parce qu'on avait le problème de la dette européenne et de l'Italie. Et regardez ici la sensibilité de la hausse de 100 points de base des taux en zone euro. Juste 1%, ce que ça a fait. Eh bien, regardez sur les bénéfices 2023, l'effet que ça devrait avoir sur les différentes banques. C'est énorme. C'est énorme. Or, les anticipations de hausse de taux de la BCE, c'est que d'ici fin 2022 et mi-2023, on va encore monter de plus de 2%. Donc, on a un vrai effet sur les bénéfices des entreprises du secteur bancaire. Et donc, ça, c'est un vrai effet positif. Et en comparaison, parce que justement, comme la réflexion de… Je ne sais plus qui avait posé la question sur les banques, récession, c'est pas bon pour les banques. Oui, c'est pas bon sur les banques, effectivement. Mais c'est déjà tellement anticipé que ça offre des taux de rendement qui sont très bons. Et pour nous, on est là sur un investissement qui est entre du high yield et de l'investment grade avec un taux clairement plutôt high yield. Donc, je suis mieux rémunéré pour un risque qui est, à notre sens, moins élevé. C'est risqué, attention. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Si on vous propose un investissement avec beaucoup de rendement et pas de risque, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais voilà. Donc, on constate dans ton graphique, là, on constate dans ton tableau, on constate que les banques espagnoles et italiennes ont une sensibilité beaucoup plus élevée à la hausse des bénéfices, à la hausse des taux. Est-ce qu'il y a une incidence par rapport aux prêts immobiliers ou aux prêts, à la façon dont ils génèrent les prêts dans ces deux pays-là, principalement en taux variable, alors qu'en France, on est plutôt… Oui, alors les taux variables, oui et non. En Espagne, il y a eu pas mal de réformes. Avant, c'était 100%, enfin énormément en taux variable. C'est de moins en moins vrai. On est encore à 60%, Pierre, aujourd'hui. C'est pour ça que je pose oui, non, mais on est passé déjà de 100 à 60. C'est déjà pas mal. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a une explication, une corrélation entre les deux ? Sûrement, mais là on est plus sur des chiffres au niveau macro, sur la globalité du compte de résultat de la banque. Ok. Donc, très clairement, aujourd'hui, ça vaut le coup d'aller sur l'oblig, donc les obligations des dettes de subordonnés bancaires, donc des obligations émises. Alors attention. Ne pensez pas que je fais all-in sur les dettes subordonnées bancaires. Les dettes subordonnées bancaires c'était un exemple de ce qu'on pourrait faire. Mais par exemple, sur les profils équilibre, on propose d'aller sur 2 ou 3 fonds. Ça, ce n'est qu'un des 2 ou 3 fonds. Donc, c'est qu'une partie. Et par exemple, sur des profils prudents, on ne va pas vous proposer un fonds de subordonnés bancaires. Là, c'était un exemple qui était, je vous ai dit, j'ai un petit challenge, j'aimais bien, de vous expliquer quelque chose qui était plutôt complexe. Voilà, mais sinon, on diversifie avec des obligations investment grade classiques, du Vinci, je vais dire BNP, ben non, parce que voilà, du L'Oréal, du Danone, des choses comme ça, du beaucoup plus classique. Et surtout, n'hésitez pas, parce que ce que Pierre vous a expliqué est assez technique, donc si vous avez des questions par la suite sur ça, n'hésitez surtout pas à nous interroger. Bien évidemment, parce que vu qu'en plus ça va faire partie du portefeuille et des profils, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, on prendra le temps de vous l'expliquer. Voilà. Et maintenant, évidemment, vous avez un quiz obligatoire pour voir si vous avez bien suivi et si vous avez, si vous n'avez pas la moyenne, vous êtes recalé. Voilà. Pour revenir à ça, si demain vous avez dans vos arbitrages du Lazard Crédit ou de l'Axiom obligataire, c'est tout à fait normal. Ce sont des fonds obligataires à vocation sur la dette subordonnée. Et comme l'a dit Pierre, on ne fera pas que ça.
Non. Mais c'est très clairement aujourd'hui la thématique d'investissement aujourd'hui sur les profils équilibrés, c'est de revenir sur le l'oblique puisque concrètement, il y a du potentiel de rendement qui n'existait pas hier. Tout à fait. Et le but est vraiment d'aller chercher du rendement pour nos clients aujourd'hui pour combattre l'inflation dont Pierre a parlé. Et justement, là, vu qu'il y a des ouvertures, bien évidemment, on en fait toujours bénéficier nos clients. Alors, vas-y sur ton petit quiz, donc dans le coup, qu'autrement, si on n'a pas la moyenne, Pierre. Non, il n'y a pas de quiz. Je ne vais pas vous faire un quiz à 19h. Non. Je plaisante. Pierre, on te remercie pour cette intervention, une fois de plus, on va dire très explicite, très claire. J'espère que tout le monde est ravi ce soir. Donc, comme d'habitude, dans quelques jours, vous allez retrouver ce live sur notre chaîne YouTube. Je vous invite donc bien sûr à vous y abonner. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Hélène, de Xavier, de moi-même pour nous poser toutes les questions que vous désirez et avoir les réponses que vous attendez. On est là pour vous accompagner, quelle que soit la configuration de marché. On vit depuis 20 années, 25 ans maintenant, entre 20 et 25 ans pour nous, puisque voilà, on a créé le cabinet en 2001. On vit de plus en plus des périodes intenses et on vit une période historique, comme l'a dit tout à l'heure Pierre. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. Ben non, ce n'est pas une question. Merci pour cela et merci à tous pour votre attention. Il y a un petit sondage, Jean-Lydia, je crois que tu voulais faire. Je vais lancer un petit sondage Merci pour savoir beaucoup. si vous avez été satisfait et si on continue dans ce sens ou pas. Et merci à Pierre, bien évidemment, pour ton intervention. Merci Pierre, oui. Merci Pierre. On te retrouve début d'année, donc premier trimestre, on va dire au mois de mars, très certainement, pour un nouveau live. Ça nous permettra certainement d'avoir avancé dans le sujet de l'inflation et des taux. On y verra peut-être un petit peu plus clair. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Excellente soirée et surtout, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.